Voici New York. Ce n'est peut-être qu'une seule ville, mais on n'a vraiment pas cette impression. Traversez un pont ou prenez le métro, et tout change. La ville, ses rues et ses cultures évoluent différemment. La ville est divisée en arrondissements, chacun ressemblant à une ville dans la ville. Les gens ne disent pas seulement qu'ils viennent de New York, mais du Bronx, du Queens ou de Brooklyn. Ce sont des quartiers avec des histoires distinctes et, à bien des égards, des identités séparées. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment la ville la plus emblématique des États-Unis a-t-elle fini avec une structure interne aussi étrange? Eh bien, pour comprendre cela, il faut remonter à une époque où les 5 arrondissements n'étaient pas unis, où ils étaient rivaux et où la décision de les fusionner était loin d'être inévitable. Jusqu'à la toute fin du 19e siècle, ce que nous appelons aujourd'hui New York n'existait pas, du moins pas comme nous la connaissons. Manhattan était New York. Le Bronx était encore principalement constitué de terres agricoles. Le Queens et Staten Island étaient composés de petites villes. Et Brooklyn, c'était une ville totalement distincte. En 1860, c'était la 3e plus grande ville d'Amérique, après Philadelphie et New York. Ces frontières ont engendré des cultures différentes. Brooklyn était vue comme plus suburbaine, protestante et bourgeoise que les rues bondées d'immigrants catholiques de Manhattan. Et pourtant, même si la région restait divisée en termes d'identité et de gouvernance, certains imaginaient déjà un avenir où elle pourrait agir comme une seule entité. Depuis la fin des années 1820, il y avait eu quelques discussions sur la création d'une ville unifiée. En 1857, la législature de l'État de New York a décidé d'unifier la région autour de New York pour améliorer les installations portuaires et relier les systèmes commerciaux. Ils ont tenté de le faire par un vote gouvernemental, mais la méfiance envers les grands projets gouvernementaux a tué les plans avant qu'ils n'aillent plus loin. Un an plus tard, en 1858, les habitants de Staten Island ont incendié un hôpital de quarantaine pour protester contre les ordres de santé publique de New York, montrant la résistance de certains arrondissements au contrôle extérieur. Pourtant, malgré cette indépendance, les frontières s'estompaient. Le port les reliait et les marchandises circulaient par voie commune. Les gens franchissaient chaque jour les limites urbaines pour travailler. L'économie industrielle dépassait les rivières. Dans la seconde moitié du 19e siècle, ces villes et villages agissaient moins en voisins et plus comme partie d'une même machine. Leurs systèmes n'étaient pas faits pour le refléter. Chacune gérait ses quais, tramways, ferries et services de sécurité publique. Ces réseaux séparés rendaient la région moins efficace et plus vulnérable. Les chefs d'entreprise et réformateurs civiques l'ont compris. Ils avaient besoin d'un port unifié, d'un gouvernement régional et d'un système unique pour gérer la croissance future de la ville. Andrew Aswell Green, surnommé le père du Grand New York, a dirigé la consolidation. Ce fut la fusion municipale la plus ambitieuse de l'histoire des États-Unis. Sous la surface, des motivations dépassaient la simple facilité de l'unification. La législature de l'État à Albany gagnait en puissance, mais surtout, Chicago connaissait une croissance rapide et allait devenir la ville la plus peuplée du pays. Elle possédait ses chemins de fer et le trafic des Grands Lacs, ce qui en faisait la première ville du Midwest. En 1893, elle a été préférée à New York pour l'Exposition universelle, un bouleversement majeur. Après le succès de l'exposition, Chicago est devenue la ville la plus louée du pays. La crainte parmi les élites new-yorkaises était que, sans consolidation, leur ville pourrait bien perdre son avantage ou son influence. Beaucoup se souvenaient de la façon dont la puissance et le prestige de Philadelphie, autrefois capitale financière de l'Amérique, s'étaient lentement évanouis après avoir été dépassés par New York à la fin des années 1830. Donc la solution était assez claire: fusionner les comtés, centraliser le pouvoir, moderniser la ville. Mais évidemment, tout le monde n'était pas d'accord. Manhattan, la plupart du Queens et du Bronx l'ont soutenu. Mais à Brooklyn, la réaction différait. Brooklyn était fière pendant des décennies d'être une ville à part. Elle possédait ses propres infrastructures, institutions et une identité distincte de Manhattan. La fusion était vue par beaucoup comme une prise de contrôle hostile. En 1894, les électeurs de toute la région ont été invités à se prononcer. Les résultats n'étaient même pas serrés. Ils étaient extrêmement serrés. On votait pour avec seulement 277 voix d'avance, soit moins d'0,25%. À Staten Island, l'opposition était aussi féroce. Les habitants redoutaient que la gestion depuis Manhattan néglige leur arrondissement isolé et nuise au contrôle local.
Les critiques avertissaient que la consolidation diluerait la vie civique protestante, renforcerait les machines politiques comme Tammany Hall et effacerait les traditions locales dans la région. La promesse d'un meilleur accès à l'eau, d'un soutien financier et du développement régional a finalement influencé l'opinion publique dans ces deux zones. L'eau était un enjeu majeur. Vous voyez, dans les années 1890, Brooklyn en particulier avait un sérieux problème. L'arrondissement a grandi vite, mais l'approvisionnement en eau n'a pas suivi. Il dépendait de puits et de petits réservoirs dans le Queens, mais ceux-ci commençaient à s'assécher. Les habitants dénonçaient la faible pression et la saleté de l'eau du robinet. En outre, pomper excessivement l'eau souterraine des aquifères permettait à l'eau salée de s'infiltrer depuis la côte, contaminant l'approvisionnement. Manhattan, en revanche, avait un système bien meilleur. Son eau venait de l'aqueduc de Croton, un ouvrage de 66 km, qui apportait de l'eau propre du nord de l'État. Brooklyn n'avait pas cela. Ainsi, quand la consolidation a été proposée, l'eau fut l'une des principales raisons d'accepter. Dans une ville industrielle en essor, cela comptait. Au final, les journaux ont soutenu le projet. Les législateurs ont approuvé, et les chefs d'entreprise ont estimé qu'un refus de la fusion les laisserait à l'écart. Le 1er janvier 1898, la ville du Grand New York naît officiellement. Le terme arrondissement désigne chaque nouvelle division administrative de la ville unifiée. Déjà utilisé en Angleterre et dans certains États américains, mais jamais ainsi en tant que partie d'un gouvernement centralisé. Elle regroupait 5 arrondissements, 5 comtés et plus de 3,4 millions d'habitants, faisant d'elle la deuxième ville la plus peuplée du monde après Londres. À Manhattan, des milliers de personnes ont célébré au parc de l'hôtel de ville avec feux d'artifice, discours et la prestation de serment du maire Robert à Van Wyck. L'ambiance était optimiste, le progrès triomphait, mais de l'autre côté de la rivière, c'était la défaite. À Brooklyn, la réaction était discrète, voire amère. Les journaux locaux ont décrit la journée comme funèbre. Une ville avec ses institutions, son identité et son histoire dépendaient maintenant de Manhattan. En un instant, plus de 40 municipalités devaient désormais se coordonner au-delà des arrondissements. L'hôtel de ville a obtenu de nouveaux pouvoirs, mais des présidents d'arrondissement ont été nommés pour gérer les intérêts locaux et limiter la centralisation. L'infrastructure a longtemps fonctionné comme 5 villes distinctes. Les transports restaient un problème majeur. Brooklyn et Queens avaient grandi vite, mais leur lien avec Manhattan restait limité. Le métro n'ouvrirait qu'en 1904, et même à ce moment-là, la plupart des lignes ne desservaient que Manhattan. Relier les arrondissements souterrains a pris des décennies. Staten Island n'était pas du tout relié, et ne l'est toujours pas, même si les ponts ont aidé. En plus du pont de Brooklyn, qui a ouvert quelques années plus tôt, en 1883, le pont de Williamsburg a ouvert en 1903, suivi par les ponts de Manhattan et de Queensboro en 1909. Le métro de New York a été unifié en 1940, quand la ville a racheté l'Interborough Rapid Transit Company et la Brooklyn Manhattan Transit Corporation pour les fusionner avec le réseau municipal, l'Independent Subway System. Les 3 principales compagnies du métro sont passées sous contrôle municipal, formant un réseau unique et unifié. La partie la plus intéressante de cette unification concernait le Bronx, qui appartenait auparavant à Manhattan avant de devenir un arrondissement après la consolidation. Laissez-moi vous expliquer. Au milieu du 19e siècle, le Bronx n'existait techniquement pas de manière officielle. C'était la zone sud du comté de Westchester, servant de transition entre Manhattan et la Nouvelle-Angleterre rurale. La majeure partie du territoire n'était que des terres agricoles, des marécages, avec quelques routes principales et ponts disséminés çà et là. Mais en 1846, la ville de West Farms en a été détachée. Puis vint Morrisania, puis Kingsbridge, alors que la population de ces régions augmentait rapidement. La raison en était simplement sa proximité avec Manhattan, à seulement quelques kilomètres au nord, ce qui les rendait idéales pour se rendre en ville et profiter des retombées économiques. Au fur et à mesure de l'expansion de New York, ces villes furent absorbées en 1874. Elles furent attirées dans l'orbite de la ville à mesure que ses besoins en terre, en logement et en infrastructures augmentaient. Cette zone devint connue sous le nom de district annexé, une sorte d'entre-deux étrange légalement rattaché à New York, mais toujours géographiquement à part. Les terres à l'est de la rivière Bronx furent annexées en 1895, puis intégrées au Grand New York en 1898, devenant l'arrondissement du Bronx. Mais légalement, cela restait dans le comté de New York, incluant Manhattan et le Bronx. Tout changea quand la première ligne de métro arriva dans le Bronx en 1904. Soudainement, cela rendit la vie là-bas encore plus abordable et facile.
La population a plus que doublé entre 1900 et 1910, tandis que les terres agricoles devenaient rapidement des blocs urbains denses. Cette croissance rapide a entraîné la création du Bronx comme comté indépendant en 1914, doté de son propre système judiciaire et administration. En 1930, il avait plus de 1,2 million d'habitants. Staten Island n'a jamais eu de transport en commun vers le reste de New York. Seul le pont Verrazano, Narrows et les ferries existent. Elle a toujours été un peu à part, cependant, depuis le tout début des États-Unis. Staten Island était l'un des bastions loyalistes les plus forts des colonies, à tel point que les forces britanniques l'ont utilisé comme base d'opération en 1776. George Washington a qualifié les habitants de nos ennemis les plus invétérés. Elle est devenue une partie de New York, mais le métro n'est jamais arrivé et la densité non plus. Pendant la majeure partie du XXe siècle, Staten Island est restée calme, suburbaine, déconnectée et politiquement en décalage avec le reste de la ville. L'idée est que les arrondissements de la nouvelle ville unifiée de New York étaient distincts. C'était une seule ville, mais la vie quotidienne racontait autre chose. Staten Island restait semi-rural, le Queens était encore composé d'anciens centres-villes, et même si le pouvoir était centralisé à l'hôtel de ville de New York, les habitants vivaient toujours avec des frontières d'arrondissement qui n'ont jamais disparu. Parce que vous voyez, New York City est peut-être une seule municipalité, mais elle reste toujours composée de 5 comtés distincts. Manhattan correspond au comté de New York, Brooklyn à Kings, le Queens à Queens, le Bronx à Bronx et Staten Island à Richmond. C'est un vestige juridique de la consolidation de 1898. Les arrondissements n'ont jamais été totalement intégrés dans un système unique. La ville les a préservés intacts politiquement, géographiquement et culturellement. Les frontières des arrondissements ont influencé la manière dont les décisions étaient prises. Chacun a développé sa propre structure politique, centrée autour de dirigeants locaux et d'organisations de partis. Aucune machine ne contrôlait la politique de New York après la consolidation. Chaque arrondissement a développé la sienne. Tamanial contrôlait Manhattan par son réseau de chefs de quartier et de district. Les démocrates du comté de Kings à Brooklyn ont bâti leur pouvoir via des clubs politiques de quartier et des salles syndicales. Dans le Queens, le parti du comté a grandi avec des transactions immobilières et des nominations judiciaires, tandis que le Bronx s'est distingué par l'ascension d'Edward J. Flynn, devenu une figure démocrate nationale. L'organisation de Staten Island, plus petite, suivait la même structure. Les clubs contrôlaient qui se présentait aux élections et distribuait des emplois municipaux via leur réseau. La loyauté était essentielle. Obtenir un poste obligeait à participer, donner et voter selon leurs instructions. Le club surveillait les engagements pour maintenir le pouvoir local. Des dirigeants comme Charles Murphy à Manhattan et John McQueen à Brooklyn donnaient le ton sur la manière dont le pouvoir des arrondissements fonctionnait au sein d'une soi-disant ville unifiée. Aucun individu ne contrôlait la ville, le pouvoir se négociait arrondissement par arrondissement, accord après accord. Pour se présenter à l'échelle de la ville, un candidat devait obtenir l'approbation de toutes les parties, les machines contrôlant l'accès et les limites, fixant les règles. Cette organisation persiste en partie. Même si les clubs ont disparu après les années 60, les habitudes ont duré. Les présidents d'arrondissement, chefs de district et présidents de comté continuent d'influencer les candidatures, les victoires et les financements. La politique new-yorkaise s'est toujours appuyée sur 5 systèmes parallèles, et c'est encore le cas. Aujourd'hui, chaque arrondissement a toujours un président, mais avec peu de pouvoir réel. C'est surtout symbolique aujourd'hui. Ils n'écrivent pas de loi ni ne dirigent d'agence. Les arrondissements sont maintenant principalement des noms sur une carte et des sources de fierté communautaire débordantes pour les New-Yorkais. Le véritable pouvoir appartient au maire et au conseil municipal. Pour beaucoup, cette structure paraît distante. Vous élisez un président d'arrondissement, mais il ne peut pas réparer les trains, ajuster le financement des écoles ou changer les priorités de la police. Mais le pouvoir formel n'est pas tout. La résistance locale compte souvent plus que l'autorité officielle. Un plan soutenu par le maire peut être retardé ou abandonné si un quartier s'y oppose fortement. Par exemple, le pont Verrazano-Narrows, lien crucial entre Staten Island et la ville, a été retardé des années à cause de l'opposition locale à Brooklyn. Les habitants de Bay Ridge ont refusé la construction du pont qui devait traverser leur rue, retardant le projet de plus de 40 ans jusqu'à son ouverture en 1964. Même quelque chose d'aussi manifestement nécessaire à l'échelle de la ville a failli être compromis par les objections d'un seul arrondissement.
Ainsi fonctionne la politique du logement et les projets d'infrastructure à New York. La ville approuve, l'arrondissement hésite, le quartier refuse. L'autre aspect positif est que cette résistance locale peut freiner des projets de développement abusif, souvent liés à des intérêts politiques. Mais cela montre surtout à quel point la ville demeure divisée. New York semble unifié, mais fonctionne en réalité sur plusieurs niveaux. Les arrondissements gardent leur identité. Les inégalités et les divisions d'origine influencent encore le fonctionnement de la ville. Les critiques notent depuis longtemps que la ville se concentre trop sur Manhattan, laissant les autres arrondissements se sentir délaissés par l'hôtel de ville. Cette plainte, selon laquelle Manhattan capte l'attention et les investissements, résonne depuis plus d'un siècle. Un pont et tout change. La qualité de votre école, hôpital et la rapidité d'intervention de la police. La ville n'a qu'un département de l'éducation, un New York Police Department, et un système hospitalier public unique. En pratique, chaque arrondissement semble être un monde à part. Un rapport de 2023 indique qu'environ 2 millions de New-Yorkais vivent dans des déserts de transport où les transports publics fiables sont rares ou absents. Ces déserts se trouvent surtout dans les arrondissements périphériques. Sud de Brooklyn et du Queens, nord du Bronx. Sans transport rapide, l'accès à l'emploi, l'éducation et la santé diminue. C'est un récit similaire à ce que l'on voit dans les États dominés par une seule ville, au point que plus de 30 comtés de l'Illinois ont voté pour explorer la possibilité de faire sécession de l'État. La différence, c'est qu'il s'agit seulement de quitter une ville. Nous avons vu cela se produire à plusieurs reprises. Staten Island est allé le plus loin, car 65% d'entre eux ont réellement voté pour partir, mais leurs efforts ont échoué pour des raisons constitutionnelles de l'État. Même récemment, ces discussions persistent encore. D'une certaine manière, ce n'est pas nouveau. Les mêmes tensions qui ont rendu la consolidation controversée dans les années 1890, la peur de perdre le contrôle local, la représentation inégale, le décalage culturel, sont toujours présentes, simplement sous d'autres formes. Les frontières de cette île ont peut-être disparu sur une carte, mais l'état d'esprit, lui, n'a pas changé. C'est à la fois le cadeau et la malédiction des arrondissements de New York. Le Queens est l'endroit le plus diversifié linguistiquement au monde. On y parle plus de 160 langues. Vous pouvez prendre une ligne de métro et en entendre 5 différentes. Le hip-hop est né dans une salle de loisirs sur l'avenue Sedgwick, dans le Bronx. Il a influencé la culture mondiale avant d'être pris au sérieux par la ville. Les maisons en grès, les librairies et les fêtes de Brooklyn ont créé une marque imitée partout dans le monde. Staten Island possède les espaces verts les plus vastes de la ville, avec plus de parcs par habitant que n'importe quel autre arrondissement. Et Manhattan en est le symbole. La ligne d'horizon, la bourse, Times Square, le décor de nombreux romans et ambitions, et bien sûr la jungle de béton. Toute la richesse, le pouvoir et l'iconicité d'un lieu. Rien de tout cela n'est issu de la planification centrale, mais des quartiers qui agissent à leur façon. Voilà le système des arrondissements. Merci d'avoir regardé.